Alors il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont demandé d'aller plus loin dans les mathématiques de la relativité générale. Et je dois bien dire que ça me dérange un petit peu de ne pas vous parler de tenseurs. Du coup, on va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui, mais du coup, ça va pas être un truc très compréhensible par tout le monde, ça va pas être un truc grand public. Et en particulier, si vous n'avez jamais appris la relativité générale de façon, si vous n'avez jamais pris de cours de relativité générale, je vous conseille très fortement de revoir quasiment toutes mes vidéos que j'ai faites jusque-là, en tout cas ceux sur la relativité générale. S'il y en a juste quelques-uns à voir, je dirais que le 5 et le 7 sont très importants, le 9, le 11 et le 12 aussi, mais surtout bien sûr les plus importants sont les 17, 18 et 19, surtout allez voir la 19, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dis dans ces vidéos qui ne correspondent pas du tout à la vulgarisation classique de la relativité générale, et pour cause puisque la vulgarisation classique de la relativité générale ne permet pas de comprendre la relativité générale, en tout cas selon moi. Mais je préfère aussi vous prévenir, il ne suffit pas d'avoir vu ces vidéos pour comprendre la vidéo qui vient. Il va falloir aussi une certaine aisance avec des concepts mathématiques. Et je tiens à insister sur le fait que ce que je vais présenter ici n'est absolument pas un cours. En fait, ce que je vais faire, c'est insister sur l'intuition qu'il faut avoir derrière ces objets mathématiques de la relativité générale. Mais je ne vais jamais définir formellement ces objets mathématiques que l'on va manipuler. Et pour cause, parce que pour introduire vraiment ces objets mathématiques, il faudrait parler de connexion Levi-Civita, bref, il faudrait vraiment des heures et des heures à passer à réfléchir à pas mal de concepts mathématiques fondamentaux pour en arriver vraiment aux objets de la relativité générale. Du coup, ce que je vais dire aujourd'hui va être encore très intuitif, et du coup, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui sont en fait fausses. Ceci dit, je pense que ce que je vais dire, qui va être une sorte de vision globale de l'ensemble des objets mathématiques nécessaires pour comprendre la relativité générale. Alors, je pense que tout ce que je vais dire va être peut-être vraiment extrêmement utile à ceux qui veulent vraiment apprendre et comprendre la relativité générale. En tout cas, ce que je vais dire, c'est des trucs que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'ai commencé à lire le cours d'Éric Gourgoulan sur la relativité générale. Alors l'objet le plus important d'étude de la relativité générale, c'est, comme j'ai pas mal insisté là-dessus dans l'épisode 18, c'est la courbure de l'espace-temps. Alors cette courbure de l'espace-temps, c'est un truc qui est très compliqué. Alors dimension 2, c'est relativement simple, quand on en a parlé dans les épisodes 11 et 12, où en gros on peut résumer toute la courbure de l'espace-temps à l'aide d'un seul nombre, qui va être la courbure, et si elle est positive, alors les lignes droites ont tendance à se rapprocher, si elle est négative, elles ont tendance à s'éloigner. En relativité générale, on se passe dans un espace-temps de dimension 4, et à ce moment-là, la courbure peut différer déjà d'un point à l'autre, parce qu'on ne va pas forcément considérer des géométries qui sont ce qu'on appelle homogènes, on peut avoir des géométries qui sont non homogènes, et c'est le cas en pratique en relativité générale, surtout lorsqu'on étudie par exemple la Terre. Mais aussi la courbure de l'espace-temps peut varier d'une direction à l'autre, et on va voir aussi que c'est le cas. La courbure de l'espace-temps peut ainsi différer selon qu'on mette les deux pommes comme ça. Du coup, leur trajectoire dans l'espace-temps en fait, vont se rapprocher. Ou si on les met comme ça, auquel cas leur trajectoire dans l'espace-temps vont avoir tendance à s'éloigner. On va voir ça tout à l'heure. Mais donc du coup, pour décrire la courbure de l'espace-temps, il va nous falloir utiliser beaucoup plus de nombres qui décrivent cette courbure. Et en fait, ça correspond à un objet mathématique qu'on appelle le tenseur de Riemann, qui est l'objet le plus important de toute la théorie selon moi. En gros, le tenseur de Riemann, il va nous dire, si on prend deux droites qui ont l'air parallèles, il va nous dire si elles ont tendance à se rapprocher ou à s'éloigner. En fait, il nous dit plus que ça, mais on peut partir de là pour commencer. Donc on considère deux droites qui sont initialement parallèles, et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles vont plutôt se rapprocher ou s'éloigner ? Alors pour mathématiser ça, il va nous falloir introduire quelques notations. On va appeler V le vecteur directeur de ces deux droites et U l'écartement entre ces deux droites. Donc techniquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on prend un vecteur V, directeur d'une droite et un point donné, et on le transporte parallèlement selon U. Et il faut aussi dire que pour que tout ce raisonnement marche, il faut en fait supposer que U et V sont très petits. Alors petits par rapport à quoi? Petits par rapport à la courbure de l'espace-temps. D'un point de vue formel, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on considère des vecteurs qui sont infinitésimaux. Mais en pratique, ça marche si ces vecteurs-là sont juste petits devant la courbure. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment, lorsque l'on se déplace le long de ces lignes droites, les vecteurs vont être modifiés. Et donc pour ça, on va prendre un vecteur initial W, qu'on va copier en le transportant parallèlement en haut. Et donc ici, à l'instant initial, on peut dire que ces deux vecteurs W sont en gros les mêmes.
Donc là, typiquement, je viens de dire un truc faux, mais c'est utile de penser que c'est vrai. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transporter parallèlement le long des lignes droites ce vecteur W, et on va voir si, après un petit chemin, après avoir parcouru la distance donnée par le vecteur V, on va se demander si les vecteurs W que l'on obtient sont les mêmes. En fait, en général, s'il y a une courbure, les deux vecteurs W peuvent ne pas être les mêmes. Auquel cas, on va s'intéresser à ce moment-là à leur différence. Alors donc cet écartement que l'on obtient ici, c'est ce qu'on appelle le tenseur de Riemann appliqué à UV et W, et on le note souvent RU de V appliqué à W, mais il faut savoir qu'en fait c'est une application qui est trilinéaire en UV et W. Et donc là vous imaginez déjà que si on varie UV et W, on obtient des valeurs différentes du vecteur RUV de W. Ceci dit, RUV de W c'est encore un vecteur. Et donc si on veut calculer des valeurs numériques de ce vecteur, ce qu'on doit faire c'est projeter ce vecteur sur un ensemble de coordonnées. Et du coup ce que l'on fait lorsqu'on fait des calculs de relativité générale, c'est qu'on projette à chaque fois ce vecteur. Et projeter ce vecteur, ça correspond à dire qu'on prend une forme linéaire et qu'on l'applique à ce vecteur. De façon donc la plus générale possible. Le tenseur de Riemann, c'est une application quadrilinéaire qui prend en compte 3 vecteurs et une forme linéaire pour nous donner un nombre réel. Alors là, vous êtes peut-être complètement perdu, du coup on va simplifier un petit peu et je vais m'intéresser uniquement à la manière dont ces deux lignes droites se rapprochent ou s'éloignent, et pour cela on va s'intéresser à la manière dont le vecteur directeur V évolue. Autrement dit, on va s'intéresser au vecteur RUV appliqué à V. Si les lignes droites ont tendance à se rapprocher, RU de V va aller en gros dans le même sens que le vecteur U. Alors que si les lignes droites ont tendance à s'éloigner, à ce moment-là, RUV appliqué à V va avoir une direction opposée à U. Donc pour mesurer ça, tout ce qu'on a à faire en fait, c'est prendre le produit scalaire entre RUV de V et le vecteur U. Et la valeur de ce produit scalaire va nous donner non seulement le signe de la courbure, ce qui est positif ou négatif, donc positif si ça se rapproche et négatif si ça s'éloigne, et en plus, ça va nous donner une distance caractéristique pour commencer à observer ce genre de phénomène. Alors je sais que jusque-là ça a l'air encore très abstrait, mais en fait c'est exactement ce genre de courbure de produit scalaire qui va nous permettre de dire si les pommes ont tendance à s'éloigner ou à se rapprocher. Mais pour cela il va falloir que je vous parle de la solution de Schwarzschild, qui est une solution aux équations d'Einstein, qui correspond au cas où on a une masse centrale seule dans l'univers. Donc typiquement lorsqu'on a juste la Terre et qu'on néglige tous les effets de la Lune ou du Soleil, bref de tout ce qu'il y a d'autre. Pour décrire la solution de Schwarzschild, il nous faut parler d'un espace-temps qui pour le coup va être vraiment courbe et de dimension 4, donc ça peut paraître très compliqué. Et en fait, ce que l'on fait pour représenter ou pour étudier mathématiquement et faire des calculs par rapport à cet espace-temps de Schwarzschild, pour y arriver, on utilise une carte de l'espace-temps de dimension 4. Et quand je parle de carte, je fais vraiment référence à la carte de Mercator, qui est une carte plane, donc dans le plan euclidien de dimension 2, d'un objet qui est une courbure non plane, qui est la Terre, qui est une géométrie sphérique. Et dans la carte Mercator, on en a déjà parlé, les lignes droites ne sont plus dessinées de façon droite, elles apparaissent courbes sur la carte, mais encore une fois dans l'espace, le vrai espace qu'est la Terre, ces lignes sont vraiment droites, c'est-à-dire que si on les suivait sur Terre, on aurait vraiment l'impression de marcher droit. Donc de la même façon, les lignes droites de l'espace-temps, qu'on appelle donc des géodésiques, les géodésiques de l'espace-temps sont parfaitement droites dans l'espace-temps. Si on suivait ces géodésiques dans l'espace-temps, on irait tout droit. Tout droit dans l'espace-temps, ça veut dire vitesse constante sans accélération. Mais sur la carte qu'on va utiliser pour représenter l'espace-temps de dimension 4 en présence d'une masse centrale, les trajectoires que l'on va dessiner ne vont pas paraître droites. Mais c'est juste parce qu'on les dessine sur une carte, dans le vrai espace-temps, ces lignes droites sont droites. Alors ça veut dire quoi utiliser une carte? Ça veut dire que, par exemple, si on prend la carte de Mercator, les échelles de la carte vont différer selon le lieu là où on est sur la carte. Donc pour vérifier ça, je vous invite à utiliser Google Maps, vous zoomez sur l'équateur et puis vous montez sans faire de scroll, donc sans dézoomer, jusqu'au pôle Nord. Et là vous allez voir en bas à droite l'échelle de la carte qui varie. Donc les échelles sur la carte Mercator, si on dessine des petits repères qui font 1 km de côté, ces petits repères différeraient
selon là où on est sur la carte. Et ce qu'on va faire pour représenter l'espace-temps de Schwarzschild, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va dessiner des petits repères un peu partout dans l'espace-temps, dont la longueur des vecteurs de base va différer d'un point de l'espace-temps à l'autre. Alors les coordonnées qui sont utilisées dans l'espace de Schwarzschild sont les coordonnées sphériques avec une coordonnée de temps en plus, donc t pour la coordonnée de temps, r, θ, phi. Alors il faut faire un petit peu attention, lorsque j'écris t ici, t n'a pas forcément de sens physique. Bon, il se trouve que dans le cas de l'espace-temps de Schwarzschild, la carte qu'on utilise correspond à une valeur de t dont on peut donner un sens physique. Ça correspond au temps observé par un observateur qui est très très loin de la masse centrale. De la même façon, r ici ne correspond pas vraiment à la distance par rapport au centre, et en fait ça ne correspond pas à la distance par rapport au centre. R, tout comme t, est uniquement la coordonnée d'un point tel qu'on représente ce point dans la carte. Donc c'est pas la coordonnée absolue d'un point dans l'espace-temps, c'est sa coordonnée lorsqu'on représente l'espace-temps dans la carte. Donc si maintenant on représente juste la partie de la carte qui est dans un plan de la carte, hein, on raisonne vraiment, on est dans une carte ici, on va considérer que r est la distance par rapport à l'origine dans la carte, et on va considérer que t va être la hauteur. On va aussi considérer ici que l'angle θ est l'angle par rapport à une certaine direction. Et donc là, ce que j'ai représenté là, c'est une carte de dimension 3. Donc il manque une coordonnée qu'on va appeler phi, qui correspond à des trucs qui n'est pas dans le plan d'espace que j'ai considéré au début. En fait, comme en théorie newtonienne, on peut toujours se placer dans un seul plan pour étudier le problème. Si bien que l'on réduit tout le problème en dimension 4 à un problème en dimension 3. Et donc au niveau des différents points de la carte, les repères que l'on va dessiner ne vont pas être les mêmes. En fait, si on se place tout près de la masse centrale, le vecteur selon le temps va être plus long que lorsqu'on est loin. Le vecteur selon r, lui, va être plus court que si on est loin. Et le vecteur selon θ va être plus grand lorsque l'on est près et plus petit lorsqu'on est loin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces repères qui sont différents? Donc, si on considère par exemple le vecteur selon θ, le fait qu'il soit si grand lorsqu'on soit proche du Soleil veut dire qu'il faut un grand angle θ pour parcourir une distance de 1 mètre, alors que lorsqu'on est très loin, il suffit d'un tout petit angle θ pour parcourir une distance de 1 mètre. De la même façon, le fait que le vecteur de temps soit si lent lorsqu'on est proche du centre, de la masse centrale, ça veut dire que si on considère une seconde qui passe lorsqu'on est proche de la masse, ça correspond à parcourir beaucoup de distance dans la carte, en tout cas beaucoup plus que si on passait une seconde de très très loin. Et ça reflète la dilatation gravitationnelle. Alors plutôt que de dessiner à la main des petits repères un peu partout, ce qu'on fait en pratique lorsqu'on étudie la théorie de la relativité générale, c'est considérer ce qu'on appelle un tenseur métrique, qu'on note G mu nu. Donc G mu nu, si on l'applique ça à dx mu dx nu, donc je vais un peu passer sur le pourquoi de ces notations, mais ça correspond notamment à des produits tensorels, enfin des trucs assez compliqués. Mais dans ce cas, on peut l'écrire plus simplement comme étant égal à cette expression qui est la métrique de Schwarzschild. Donc si on y réfléchit vraiment, la métrique de Schwarzschild, ça correspond vraiment juste à dessiner des repères partout dans une carte de l'espace-temps. Et les coordonnées ici, les valeurs qu'on a devant les dt carrés, les dr carrés et tout ça, ça correspond vraiment à la longueur des repères que j'ai dessinés sur le dessin précédent. Plus exactement, la longueur des repères que j'ai dessinés va être l'inverse du coefficient qui est devant chacun des trucs. Alors dans cette expression, vous voyez un terme qui apparaît qui est RS, qui est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Donc je vais en reparler beaucoup plus en détail quand on parlera des trous noirs, mais dans notre cas, pour l'instant aujourd'hui, on peut tout simplement considérer que RS est égal à 2gm divisé par c carré. Donc pour la Terre, si on calcule ça avec la masse de la Terre à la place de m, ça nous fait 9 mm. Vous pouvez voir que cette expression-là, elle est mal définie si on prend une valeur de r, donc la distance par rapport à l'origine sur la carte. Si on prend une valeur de r qui est plus petite que le rayon de Schwarzschild, cette expression-là est mal définie. Donc ça correspond à ce qu'on appelle une singularité de coordonnées, qui est très liée à l'existence des trous noirs et en particulier à l'horizon des événements. Mais dans notre cas aujourd'hui, on va considérer bien sûr des valeurs de r qui seront plus de l'ordre du rayon de la Terre. Comme le rayon de la Terre c'est 6400 km, les valeurs de petit r que l'on va considérer vont donc être beaucoup plus grandes que le rayon de Schwarzschild de la Terre.
Ok, c'est bon, on a notre carte de l'espace-temps. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr de prédire des trajectoires dans le vrai espace-temps. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est on va les dessiner sur la carte. Et c'est là que les lignes droites qui sont droites dans le vrai espace-temps vont paraître courbées sur la carte. Alors pour savoir comment ces lignes droites sur la carte vont être courbées, on peut utiliser le principe de moindre action sur lequel Patience a fait une très bonne vidéo. Donc il faut savoir que les géodésiques de l'espace-temps sont des extrémums du Lagrangien, du coup on peut les calculer à partir des équations de Lagrange. Mais bon, je vous passe les détails, toujours est-il que quand on finit les calculs, on obtient cette équation qui est l'équation des géodésiques, où les coefficients gamma ici sont ce qu'on appelle les symboles de Christoffel. Les symboles de Christoffel que l'on peut déduire de la métrique qu'on a utilisée, c'est-à-dire des repères que l'on a choisis. Intuitivement, hein, si on se souvient de la carte de Mercator, les lignes droites apparaissent sur la carte courbées vers l'intérieur lorsque la courbure est positive ou lorsqu'on prend une carte de la géométrie hyperbolique vers l'extérieur. Et si dans la Mercator elle se courbe vers l'intérieur comme ceci, il faut imaginer que les repères que l'on considère qui sont au niveau des pôles sont beaucoup plus grands. On a des vecteurs beaucoup plus grands. Ça veut dire que les distances qui sont sur la carte en fait sont exagérées, sont beaucoup plus grandes que ce qu'elles ne sont en réalité. Et du coup, pour faire calculer un plus court chemin entre deux points, il est plus court de passer par ces parties-là où les distances sont exagérées. Donc c'est un peu l'intuition derrière comment on calcule cette équation-là qui correspond à calculer les symboles de Christoffel à partir des variations de la métrique de G mu nu. Et ensuite, si je reprends la carte Mercator, on peut déduire des lignes droites sur cette carte les valeurs des tenseurs de Riemann. Ce qu'on voit très bien sur cette carte si les trajectoires ont tendance à se rapprocher les unes des autres ou à s'éloigner. Donc là encore, il y a une façon de formaliser ça. Je vais sauter les étapes de calcul. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le cours de Richard Taillet si vous voulez en savoir plus sur les calculs qui sont derrière tout ça. Toujours est-il qu'à partir de la manière dont les trajectoires se courbent sur une carte, c'est-à-dire à partir des symboles de Christoffel, on peut calculer la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire le tenseur de Riemann. Donc là encore, je saute les étapes de calcul, mais ça correspond à cette équation qui est assez dégueu. Mais alors une fois qu'on a fini ces calculs, on obtient les coordonnées du tenseur de Riemann. Donc il y a toutes ces coordonnées là. Globalement, on peut écrire le tenseur de Riemann R alpha bêta mu nu, où on remplace alpha bêta mu nu par les coordonnées de notre carte, donc par t, r, θ ou phi. Alors on peut se demander à quoi correspond une valeur de R alpha bêta mu nu. Alors pour commencer, je vais juste rappeler que cette valeur du tenseur de Riemann dépend du point dans l'espace-temps que l'on considère. Mais un point donné de l'espace-temps, on a un repère qui est associé à ça. Et bien la valeur de ce tenseur va dépendre de ce repère, donc des vecteurs du repère E alpha, E bêta, E mu, E nu. Et la valeur exacte de ce tenseur va être donnée par R de E mu E nu appliqué au vecteur E bêta et on prend le produit scalaire avec E alpha. Bon, ça peut paraître très compliqué, mais là on a vraiment fait un truc de fou déjà, parce que cette expression-là, c'est une expression qui est indépendante de la carte qu'on a choisie. Et là on a vraiment un objet enfin qui décrit un truc intrinsèque, un truc qui dépend vraiment de l'espace-temps en tant que tel et qui ne dépend pas de la carte qu'on a choisie pour représenter cet espace-temps. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles le tenseur de Riemann est si important. Alors nous, pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va considérer essentiellement des produits scalaires de la forme RUV appliqué à V, le tout scalaire U. Et dans le cas du tenseur de Riemann, ça correspond à pas mal de coordonnées du tenseur de Riemann. Mais ce qui va nous intéresser pour décrire les trajectoires des objets à travers l'espace-temps, c'est bien sûr de considérer le cas où les trajectoires, le vecteur directeur, ici V, correspond à un mouvement à travers le temps. Du coup, on va remplacer le vecteur V ici par le vecteur ET. Et du coup, les coordonnées qui vont nous intéresser du tenseur de Riemann pour aujourd'hui, ça va être ces trois coordonnées-là, R, R, T, R, T, R, θ, T, θ, T, et R, phi, T, phi, T. Alors pour interpréter ces valeurs-là, on va considérer une pomme qui est au-dessus du sol. Et on va supposer qu'à l'instant initial, la pomme ne bouge pas par rapport au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers l'espace-temps, les trajectoires de la pomme et du sol à travers l'espace-temps sont initialement parallèles. Et non seulement elles sont parallèles, mais en plus,
comme on ne bouge pas par rapport au centre de la Terre, les mouvements de la pomme et du sol vont être parfaitement selon la direction ET, c'est-à-dire vers le futur. Autrement dit, on va considérer que le vecteur V qu'on avait dans la formule là va être le mouvement à travers le temps, c'est-à-dire ET. Alors ensuite, le vecteur U, qui va être l'écartement entre le sol et la pomme, ça va être le vecteur U du sol vers la pomme. Et ça, c'est une direction qui est radiale, c'est-à-dire qu'elle est alignée avec le centre de la Terre. Autrement dit, le vecteur U, ici, entre le sol et la pomme, ça va être tout simplement ER. Et du coup, la grande question est de savoir, est-ce que la pomme va finir par se rapprocher au fur et à mesure du temps, ou va finir par s'éloigner du sol, peut être répondue par la valeur du tenseur de Riemann, de ce produit scalaire-là, qui est égal à la valeur du tenseur de Riemann, RRT. Alors je vous épargne les détails de calcul qui m'ont fait pas mal transpirer, mais si je considère une distance D entre la pomme et le sol, ça va me dire que la manière dont le sol et la pomme s'éloignent l'un de l'autre va être en D fois ce produit scalaire, qui va être égal à moins dc carré RS divisé par R, fois 1 moins RS sur R. Et là, on peut faire une application numérique. On peut supposer que la pomme est à 1 mètre au-dessus du sol. Si c'est le cas, on remplace D par 1. Et on obtient moins 6 fois 10 puissance moins 6 mètres par seconde carré. Le plus important dans cette formule, c'est clairement le signe négatif. Le signe négatif nous dit que la courbure de l'espace-temps pour des trajectoires dans le sens du temps et selon une distance radiale est négative. Donc l'espace-temps courbé a tendance à éloigner la pomme du sol. C'est bien ce que j'avais prétendu. Ceci dit, cette accélération de la pomme par rapport au sol est incroyablement faible, puisqu'elle est de l'ordre du millionième de l'accélération du sol vers le haut, donc imperceptible. Et du coup, je vous ai quand même pas mal menti dans l'épisode 18 quand j'ai dit que la Terre restait proche du Soleil à cause de la courbure positive de l'espace-temps, puisqu'en fait la courbure de l'espace-temps dans la direction du temps avec un écart selon la distance radiale est négative. Et du coup, ça éloigne plutôt le sol de la Lune que ça ne le rapproche. Du coup, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Hein. Le fait que cette courbure est négative semble indiquer que les planètes vont avoir tendance à s'éloigner du Soleil notamment. La question qu'il faut se poser, du coup, c'est pourquoi est-ce que la Terre tourne quand même autour du Soleil? Alors d'un côté, il y a la courbure positive de l'espace-temps dans le sens orthoradial qui a un rôle à jouer. Mais le plus important dans tout ça, c'est en fait la courbure positive de l'espace-temps à l'intérieur du Soleil ou à l'intérieur de la Terre. Et pour pouvoir expliquer ça, je vais devoir en revenir à l'équation d'Einstein. Alors avant de parler de la courbure d'Einstein, je reviens sur la remarque que j'ai faite. Si on prend maintenant deux pommes et qu'on les éloigne dans la direction orthoradiale, donc c'est-à-dire qu'ils sont séparés par un certain angle θ dans la carte, donc si encore une fois ces pommes ne bougent pas à l'instant initial, elles ont une trajectoire selon ET. Si on considère que la distance entre les deux est de 1 mètre, alors si on fait les calculs, on voit que l'accélération relative de l'un par rapport à l'autre va être positive, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se rapprocher avec une accélération qui va être à moitié de l'accélération entre la pomme et le sol. Alors est-ce que c'est un hasard que ça soit exactement la moitié? En fait non, hein. Si je mets les deux pommes maintenant avant en arrière comme ça, je vais trouver exactement le même résultat que comme ça, hein, par symétrie. Et du coup, en fait, j'ai deux directions dans lesquelles c'est la moitié de ce qu'elle est dans l'autre direction. Et ça, c'est pas un hasard. La somme de ces courbures forme un objet ultra important dans la théorie einsteinienne, qui est le tenseur de Ricci. Le tenseur de Ricci, c'est la somme des courbures selon différentes directions lorsqu'on regarde selon un seul vecteur directeur. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, je suis en train de décrire juste les coefficients diagonaux du tenseur de Ricci. Mais en tout cas, on peut faire la remarque que le tenseur de Ricci, dans le cadre de ce dont je viens de parler, il est nul dans la direction du temps. Et pour comprendre ça, il va falloir que je vous parle de l'équation d'Einstein. Alors voici l'équation d'Einstein, en tout cas celle sans la constante cosmologique dont je reparlerai dans un prochain épisode. R mu, donc le coefficient du tenseur de Ricci, moins 1/2 fois la trace du tenseur de Ricci, fois G mu nu, doit être égal à 4 tau G divisé par C puissance 4 fois T mu nu, où T mu nu va être le tenseur énergie-impulsion, et pas stress-énergie comme j'ai pu le dire dans l'épisode 18. C'était un anglicisme, désolé. Alors ce tenseur T mu nu, il décrit deux choses. D'un côté, il va décrire la manière dont la matière se déplace à travers l'énergie, mais aussi la manière dont elle se disperse à travers l'espace-temps. Donc cette dispersion-là, elle est caractérisée par ce qu'on appelle la pression de l'énergie. Et en gros, si on regardait d'un point de vue statistique, on a vraiment la moyenne et l'écart type. Et donc en particulier, nous ici, là,
on est avec l'air et puis même mon corps. En fait, on est très peu dense comparé au centre de la Terre. En fait, notre densité est très négligeable et en fait, on peut considérer qu'à la surface de la Terre, T mu nu est égal à 0. Alors si T mu nu est égal à 0, R mu nu va être égal à 0 aussi. Et donc ça explique pourquoi la somme des courbures à travers le temps est égale à 0. Mais bien sûr, à l'intérieur de la Terre, T mu nu n'est plus négligeable, il prend des valeurs importantes, et ça impose une courbure de Ricci qui va être positive, donc une moyenne des courbures qui est positive, et donc des courbures du tenseur de Riemann qui vont être positives. Et c'est donc les courbures positives à l'intérieur de la Terre qui, d'une certaine manière, attirent les autres géodésiques vers l'intérieur de la Terre, et c'est ça qui fait que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc c'est pas tellement la courbure de l'espace-temps global, puisque cette courbure de l'espace-temps est même négative en dehors de la Terre sous la direction radiale, mais c'est surtout la courbure positive de l'espace-temps à l'intérieur de la Terre et du Soleil qui font que la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil. Bon voilà, c'était l'épisode hardcore, j'espère que vous avez compris quelque chose, que vous en avez tiré quelque chose. Donc cet épisode-là, il est vraiment... bon, je veux dire, des vidéos où on rentre autant dans les détails mathématiques sur YouTube, ça n'existe pas trop. Il est vraiment expérimental et du coup, je tiens vraiment à savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a été, si vous avez trouvé ça intéressant ou non, utile ou non. Si vous n'avez pas aimé, en gros, je ne vais pas refaire ce genre de vidéo, donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, vraiment dites-le moi. Pour aller plus loin, encore une fois, je recommande le cours de Richard Taillet, et surtout un livre de cours sur la relativité générale comme celui d'Éric Gourgoulon, qui est disponible gratuitement sur le web. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Éric Gourgoulon, car c'est grâce à lui que je connais la relativité générale.